Bienvenue dans Karma Confidence. Ici, on se dépose, mais pour de vrai. On parle de la vie telle qu'elle est, brute, belle, chaotique, vivante. On explore ce qui secoue, ce qui réveille, ce qui transforme. On enlève les couches, on revient dans le corps, on revient dans le vrai. Ici, chaque histoire a du sens, chaque émotion a sa place, et rien n'est trop. Alors merci d'être là, on y va. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Virginie, une femme solide, sensible, lumineuse et traversée. Une femme qui porte deux vies, deux combats, deux amours. Virginie, c'est une étincelle qui avance entre le soin et l'énergie et la vérité. Le jour où elle a transmis son premier soin énergétique, quelque chose s'est ouvert. Elle a vu une personne entrer dans transe profonde et elle a compris que sa vie venait de prendre un nouveau chemin. Depuis, elle s'est choisie, elle a quitté ce qui ne résonnait plus, elle s'est relevée, elle s'est révélée. Et au cœur de cette renaissance, elle traverse aussi deux épreuves intimes. Un cancer de la thyroïde et sa maman qu'elle accompagne dans la maladie. Deux lignes de vie, deux charges, mais une seule force, la sienne. Une force douce, instinctive et inébranlable. Aujourd'hui, Virginie vient déposer son histoire, sa lumière et son courage. Alors bienvenue Virginie et merci d'être ici. Merci pour cette invitation et c'est un honneur pour moi aussi. Je suis extrêmement heureuse d'être ici avec toi et de pouvoir partager un bout de ma vie. Première question que j'ai envie de te poser, c'est voilà, si tu devais te présenter comme tu as envie, tu dirais quoi aujourd'hui? Déjà, si tu as envie de te mettre à l'aise, parce que je vois que tu as des milliards de coussins derrière toi. Non, mais ça va, choisir de faire une petite composition de coussins. Je crois que au prochain podcast, j'amènerai mon crochet. J'aime bien crocheter en même temps. Ça me permet de canaliser mes pensées. Pensées qui vont toujours très vite. Donc, si je devais me présenter, je dirais que je suis quelqu'un avec multifacettes. Je dirais que j'aime tout dans la vie. Je crois que j'aime les choses qui me perturbent autant que les choses qui me mettent en joie. J'ai un grand esprit créatif qui est venu d'ailleurs assez bizarrement après le décès de mon papa. Juste avant ça, j'étais persuadée de rien savoir faire de mes mains et finalement j'en fais de très jolies choses. Donc voilà, je dirais que pour se présenter c'est pas évident, mais que voilà, je suis une personne qui aime l'être humain dans tout ce qu'il représente, dans ses adversités, dans les moments où il est chiant, mais aussi dans les moments quotidiens. Ok, donc on va partir un peu sur ton histoire, sans trop en dire. On va essayer aussi de garder le suspense parce que j'aime bien susciter un peu le suspense. Tu dis être une étincelle de vie, et moi j'aimerais bien savoir comment cette vision de toi est née. Alors, le côté étincelle de vie, avant, j'utilisais plutôt le mot âme, comme beaucoup le définissent, mais j'ai reçu un enseignement sur une année de coach holistique et j'ai vu un petit peu une dimension différente de ce qu'on représente chacun de nous, en fait, sur justement ce côté interconnecté et le fait que je suis le prolongement de la personne qui est à mes côtés, donc toi aujourd'hui, mais aussi le prolongement de tout ce qui est énergie dans la matière, donc de ce meuble, de ce téléphone, de ce micro moumoute, et que finalement on est tous reliés ou interconnectés. Donc étincelle de vie, je trouve que c'est déjà une jolie qualification de qui l'on est, et autrement dit, je trouve que c'est important de se dire qu'on est tous reliés, que quand quelque chose nous met en inconfort, et ben pas tant bloqué sur l'inconfort, mais plutôt sur ce que ça dit de nous, parce que finalement la vie c'est un grand terrain de jeu et il faut pas l'oublier, quoi. Quand tu parles d'inconfort, est-ce que tu as un exemple d'inconfort à nous partager? Là, le podcast va durer plus longtemps que prévu. Ouais. Ma vie est un inconfort. Écoutez, nous sommes en impro, en roue libre, tout va bien. Voilà. Un inconfort, ça peut être les inconforts du quotidien finalement. Aujourd'hui, pour le tournage de ce podcast, on a dû faire une randonnée pédestre sous la pluie et le froid de Montpellier. Comprendre que
à Montpellier, visiblement, la vie commence qu'à 11h. Ouais, surtout à Port-Marianne, dans ce quartier. Voilà. On aurait pu se dire que c'était pas le bon moment, mais en fait, non, je pense que c'était le juste moment. C'est qu'on avait besoin de marcher sur la pluie. On avait besoin d'interagir, on avait besoin de se retrouver. Ouais. Et en fait, je suis très contente puisque ça m'a donné un peu de rab pour pouvoir me livrer davantage et te découvrir aussi. Après, j'ai dû aussi te ralentir parce qu'il y a des choses que tu as dites sur le chemin où je t'ai dit non attends là t'es pas filmé quoi, donc il faut vraiment que tu gardes au max toutes les choses que tu as pu me dire. Et d'ailleurs je te le dis, mais c'est toi et tes limites dans ce podcast, et c'est toi et tes envies aussi. Moi j'ai des questions, j'ai un petit fil conducteur pour qu'on puisse avoir un minimum de choses à dire, même si avec nous deux je pense que réunis il n'y a pas de souci, on peut tenir, on peut faire même un marathon du podcast. Mini c'est maxi quoi. Je pense que mini c'est maxi. Mais je vais quand même te poser des questions, et si jamais toi tu as envie de rajouter des choses, d'agrémenter par un exemple précis, une anecdote, etc. Le dis. Ouais, et tu te lâches et tu fais comme chez toi, d'accord ? Très bien. Dans tous les rôles que tu portes, femme, mère, fille, lequel t'as le plus façonné, penses-tu ? Et si tu n'as pas de rôle que tu as envie de détailler en particulier, tu peux faire chacun. Je crois que tous les rôles m'ont façonné. J'ai été une enfant pas toujours entendue. J'avais ce discours déjà petite que finalement je croyais en rien selon ma perception de l'enfance, et pourtant je croyais en tout. Je me rappelle une fois à mes 3-4 ans où j'ai dit à ma mère qui me proposait de m'inscrire au catéchisme que je ne voulais appartenir à aucune religion parce que pour moi je croyais en l'univers. J'avais déjà ce discours-là où j'avais le sentiment profond et intime que les actions qu'on allait mener sur Terre allaient faire notre demain. Je savais que au fond de moi, ce qu'on était, c'était finalement plus dans les actions de ce qu'on menait l'importance. Donc je dirais que ce rôle-là m'a façonné parce que il est devenu le rôle de ma vie. C'est-à-dire que j'étais toujours celle qui partageait son goûter, j'étais toujours celle qui donnait la moitié de son pique-nique. J'ai toujours été dans le don, et j'ai compris depuis peu, avec le travail que je mène sur moi-même, avec ma praticienne en EMDR, que finalement les étapes de vie, les différents chocs m'ont amené à penser qu'on devait être dans le don de soi, déjà petite. Aujourd'hui, j'apprends à réguler ça, et j'apprends finalement à me dire que la première personne dont j'ai la charge, c'est moi-même avant les autres. Et je crois que ça prend tout son sens finalement, les étapes et ce qui se présente aujourd'hui. Pour la personne, la maman que je suis, j'ai jamais voulu être maman. Très sincèrement, mes enfants sont arrivés, je suis à la tête d'une famille recomposée de 4 enfants. Que j'aime profondément, même ceux que j'ai pas portés. Donc petit message à toutes les personnes qui ne veulent pas d'enfants. Voilà, ne le dites pas. Voilà, ne le dites pas parce que voilà, moi je me vois discuter avec une amie d'enfance et lui dire moi plus tard j'aurai une carrière et pas d'enfants. Je voyagerai dans le monde entier et au final cette personne a une carrière, moi je n'en ai pas. Ah ouais. Mais j'ai plein d'enfants, voilà, que j'aime profondément, mais qui m'ont bouleversée. J'ai eu beaucoup de mal à apprécier mon rôle de mère. D'ailleurs, très souvent, j'ai subi ce rôle-là. Tu nous raconteras peut-être tout à l'heure. Ouais, j'ai pas honte de le dire, parce que j'ai toujours été la meilleure maman. Que moi, je pensais avoir besoin d'être. Et finalement, j'ai compris aussi depuis peu qu'on répare pas les enfants à travers ce qu'on a manqué. Parce que c'est leur vie, leur chemin, et que moi, j'ai eu le mien. Et pour ce qui est partie épouse, femme, là, c'est un grand sujet aussi, où pendant très longtemps, je suis mariée, donc ça fait 11 ans maintenant. J'ai jamais su définir ma relation avec mon mari. J'ai toujours pas compris,
en fait. Et je l'ai compris aujourd'hui avec cette séparation, avec les expériences qu'on a vécues chacun de notre côté. 10 ans de mariage, c'est ça? Alors 10 ans de couple et enfin 11 ans de couple et 6 ans de mariage. D'accord. Voilà, dont une pause là d'une année où on a tous les deux expérimenté des choses et aujourd'hui où je suis plus ancrée dans mon mariage aussi, et on verra plus tard très certainement sur 8 épisodes de podcast. Voilà. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un petit peu qui était aussi la Virginie quand tu étais enfant. Là, tu as parlé d'une petite anecdote de toi où ta maman souhaitait t'inscrire au catéchisme. Je trouve ça super intéressant que tu puisses peut-être nous... Tu sais, on parle beaucoup de l'enfant intérieur, mais moi, j'ai envie de parler à l'enfant tout court. Ok. Ouais. Peut-être nous raconter un peu d'où tu viens, quelles racines, même où est-ce que tu es née, qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? Alors, où je suis née? Je suis née à Paris 12, voilà, juste la naissance. Ensuite, j'ai grandi en banlieue, puisque une fois ma naissance arrivée, ma maman a voulu, avec mon père, sortir de la vie parisienne pour acheter un pavillon auquel elle qualifierait descente aux enfers, l'achat de cette maison, qui nous a fait basculer du coup dans la précarité. Voilà, j'avais un papa qui avait tendance à avoir beaucoup de rêves très ambitieux et qui nous a souvent amenés dans cette descente. Donc j'avais une maman qui travaillait beaucoup pour essayer d'éponger les dettes que mon père faisait. Elle a fait ce qu'elle a pu, il a fait ce qu'il a pu aussi. Et j'étais la dernière d'une fratrie de 4 enfants, moi inclus. Donc des faux jumeaux, les enfants du milieu, ma sœur aînée et moi petite. Voilà. On a 10 ans d'écart avec les jumeaux et j'ai 20 ans d'écart avec ma sœur aînée. J'étais une enfant très rigolote qui n'avait jamais peur de rien. J'étais vraiment très téméraire. Je faisais des blagues. J'étais le petit clown, toujours d'humeur constante, jusqu'à ce que la vie commence le tamponnage et où là, j'ai toujours grandi dans une famille avec une sœur qui faisait beaucoup de bêtises, de grosses bêtises. Elle est partie en foyer, elle a expérimenté la drogue, l'alcool, les dépendances. Son jumeau, lui aussi, est parti ensuite à l'armée et ma sœur aînée est partie aussi. Donc finalement, j'ai grandi dans une fratrie de 4, mais j'étais très seule. Et ensuite, on a eu les problèmes d'argent et j'ai vécu une expulsion à l'âge de le jour de mon anniversaire. Un sacré cadeau. Un sacré cadeau et qui a du coup rompu je crois que ce jour-là, j'ai rompu les envies. Voilà, envie. C'est-à-dire que je suis passée de l'enfant à l'adulte et j'ai arrêté de faire du bruit. J'ai arrêté d'avoir des attentes. D'une façon ou d'une autre, moi, c'était jamais assez ou trop. Donc, j'avais, je crois, de mémoire, on était sur de la primaire, donc je devais être vers les... ans. Ouais, ça devait être vers les 8 ans. Parce que souvent, cette période, les 8 ans, c'est le signe de l'infini, oui, c'est ça. J'étais vers mes 8 ans. Je suis médium. N'est-ce pas? Waouh! Et en fait, j'ai arrêté d'être enfant à ce moment-là. Et j'ai commencé à avoir peur que la carte bleue ne passe pas, peur du frigo vide, peur d'avoir des envies. Et puis mes bobos, c'était jamais très très important parce que j'avais une sœur aînée qui avait des difficultés avec son incarnation, sa vie et qui a souvent voulu arrêter de vivre. Donc quand on grandit dans ce genre d'environnement, on comprend vite que ce qu'on a, c'est jamais assez. Donc j'ai commencé à couper à ce moment-là avec mes ressentis. Donc mes bobos n'étaient jamais graves. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? On devient une adulte qui pousse le corps à ses limites et qui du coup va sonner l'alerte que quand c'est déjà finalement presque trop tard. Voilà. Sinon, j'avais 2 chiens. Je sais pas si c'est important, un chat, et que j'ai toujours aimé beaucoup les animaux. Et j'ai franchi déjà toutes ces étapes de deuil petite. Ma mère a perdu ses 2 frères. Elle était dans sa propre peine, donc la mienne n'était pas forcément quelque chose à gérer. Et j'étais celle qui allait chez ma grand-mère pour l'accompagner dans le deuil. J'ai toujours été dans un accompagnement de deuil ou un accompagnement de mes pères ou des adultes en fait. D'accord. J'ai jamais eu mon rôle de dernière. Moi, les gens qui me disent que tu es la dernière, t'es la chouchou, j'ai juste envie de les buter. D'accord.
On va essayer de buter personne aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'il y a un souvenir d'enfance particulier que tu veux nous partager, qui fait de toi cette femme d'aujourd'hui? Je dirais, tu sais, on a souvent ce petit... Moi, je suis pas fan de l'idée d'un trauma, ok, mais tu vois, tu disais avoir subi quand même la précarité, l'exclusion. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, tu as une résilience particulière liée à ton enfance, dont tu voudrais communiquer là quelques bribes? Je pense que le côté que j'ai d'amour de l'autre, c'est arrivé petite, parce que quand il s'est passé tout ça, j'ai été un petit peu la bouée de ma maman. Donc j'ai été qualifiée très tôt de petit soleil, moi, en permanence, parce que j'arrivais toujours à... D'ailleurs, toutes mes copines me disaient souvent, mais fais un one-man show. Alors pas à cet âge de l'enfance, mais j'ai cette faculté naturelle où quand un choc se présente, j'ai une prise de hauteur et je vois la scène de haut. J'ai compris depuis peu que c'était une reconnexion finalement à la source, mais j'arrive à en faire de l'humour, en fait, parce qu'en fait, on se sort de tout, finalement, si on le choisit. C'est à peu près ça. Et là, toutes les personnes qui me connaissent et qui écouteront, du coup, ce podcast se diront que cette personne n'est peut-être pas une inconnue. Et peut-être qu'en fait, c'est une sœur, hein. Parce qu'on a un peu la même parallèle de vie et c'est assez foufou, quand même. Ok, j'ai envie de parler de transition professionnelle et de révélation. Qu'est-ce qui, dans ta vie d'avant, te nourrissait, mais plus du tout? Alors rien ne m'a jamais nourri. C'est ça qui est compliqué pour moi, c'est que en fait je fais partie des gens. Pour l'anecdote, par exemple, le père de ma fille, qui n'est pas le même que le père de mon fils, m'avait fait une petite réflexion quand j'étais enceinte en disant tiens, aujourd'hui tu seras. Je sais que maintenant que tu es enceinte, on aura un lien toute notre vie ensemble. Je me suis sentie emprisonnée dans ça. Je savais que je ferais pas ma vie avec, mais j'ai décidé de reprendre mes études et là j'ai validé un BTS qu'on passe normalement en 2 ans, 8 mois, que j'ai obtenu avec mention. J'ai été ensuite recrutée par le centre de formation en question qui m'a fait, alors ça c'est les petits clins d'œil de la vie, je voulais partir. Pour la petite parenthèse, je me suis retrouvée avec devoir trouver un appartement en étant sur un mi-temps avec un bébé, en CDD, rien qui n'amenait le fait de trouver un appartement. Et en fait, chose incroyable, la personne de l'agence immobilière a appelé l'accueil que je gérais à cette époque pour faire un contrôle et du coup j'ai changé ma voix. Désolée l'agence immobilière. Et j'ai pris une autre voix. Ils ont appelé, bonjour madame, on vous appelle pour savoir si la salariée Virginie va être embauchée chez vous parce qu'on doit lui donner un appartement, mais son CDD ça nous emballe pas. Et là j'ai pris la grosse voix et j'ai dit ah mais oui c'est un élément prometteur. Nous allons l'embaucher d'ici la fin du mois. Et c'est comme ça que la vie m'a amené à avoir un appartement et pouvoir partir avec ma fille. Parce que la leçon de vie pour de moi, cette voilà, histoire, c'est de dire aux personnes que parfois tu peux mentir et faire un rôle. Complètement. En fait, c'est surtout le clin d'œil de se dire cet appel, c'est moi qui l'ai réceptionné, la probabilité que ça arrive, c'était juste incroyable et que pour moi, j'ai une entière confiance en la vie parce que la vie m'a amené à lui faire confiance et je crois que c'est les deux qui sont liés. Donc j'ai validé ces diplômes, j'ai validé un master pour revenir à la question initiale et en fait je me suis jamais sentie à ma place, c'est-à-dire que très vite je maîtrise les choses et très vite je m'ennuie. Donc au bout de 6 mois je fais le tour et je suis une autodidacte, donc je deviens une menace rapidement pour les gens parce que je suis plutôt douée dans ce que je fais. Donc les gens tout de suite m'aident, c'est qui cette personne qui va déboussoler tout et qui abat autant de travail en si peu de temps avec tout le temps le sourire. Donc les gens nous détestent clairement. C'est un soleil, hein, ça fait mal aux yeux, ça pique. Exactement. Donc en fait, petit à petit, vu que je suis très portée dans l'amour, dès que j'étais dans des manipulations d'entreprise comme ça, je comprenais pas. Donc ça me faisait de la peine en fait. Je me disais mon Dieu, mais je trouverai jamais ma place. Donc je tombais très bas. Je validais, j'arrivais pleine d'entrain dans cette vie professionnelle. Je me disais ça y est, je suis enfin à ma place. Et en fait non. Donc j'ai vite compris que j'arriverai jamais à m'épanouir tant que je nourrirai pas ce côté autodidacte, à pouvoir utiliser les 360 degrés que l'être humain est, puisque finalement nous sommes des êtres infinis dans des corps finis, pour citer cette personne qui se reconnaîtra et dont j'ai mangé le nom.
Ok, mais du coup, dans tout ça, ça a été quoi le déclic pour toi d'aller dans la voie énergétique? Parce que tu viens de quel milieu? Fais-nous un peu le tableau quand même, là. J'ai fait de la gestion, j'ai passé un master RH dans les ressources humaines parce que j'ai naïvement pensé que dans ressources humaines, il y avait humain. Et j'ai été confrontée aux ressources principalement. Donc, j'ai pas trouvé ma place, forcément. On peut en trouver. Oui, pardon. Tous les RH qui m'entendent, je sais que vous êtes aussi très humains. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'avais un gros syndrome du sauveur. Syndrome du sauveur, petite mention, je n'avais pas compris jusqu'à ce que j'intègre la formation de coach que finalement on se mettait en posture de supériorité sur l'idée que l'autre n'est pas en capacité de se sauver soi-même. Donc je me suis dit tiens, je vais devenir accompagnante socio-pro. C'est ce que je fais aujourd'hui, bientôt à la fin, puisque je suis en rupture conventionnelle pour la fin de l'année, où là, je vais faire le grand saut dans ma propre entreprise et nourrir ces 360 degrés de qui je suis. Être libre. Être libre. L'accompagnement socio-pro, là, je touchais des personnes réfugiées de guerre, sorties de prison, des rejetés un petit peu de la société, et des personnes qui ne souhaitent pas... des personnes qui ne souhaitent pas forcément parfois être accompagnées ou au contraire ne croient plus en rien. D'ailleurs, premier atelier que j'ai mené dans le cadre de ce poste, c'est un atelier sur l'estime de soi. Et je me rappelle d'une personne où je lui ai demandé où elle se projetait dans 6 mois. Elle m'a dit au bout d'une corde. Donc, je me suis mis à accompagner des profils comme ça pendant une année, corps et âme, je dirais. Je me suis lancée dans ça jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, on n'accompagne pas quelqu'un qui le souhaite pas. Et on ne porte pas quelqu'un à sa place non plus. Donc, je crois que la vie m'a montré le clin d'œil avec cette maladie justement pour me dire doucement, t'es pas sur le bon chemin. Enfin, il y a pas de bon et mauvais chemin. D'ailleurs, je déteste dire ça, mais aujourd'hui c'est plus donne-leur le message, Virginie. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin. Voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu puisses aussi. Parce que moi, c'est des personnes qui viennent me voir en cabinet et qui me disent souvent j'ai peur de me lancer. Et toi, on sent pas la peur du tout de te lancer et de créer des espaces et dans le cas de faire, tu vois, tu dis j'ai confiance en la vie, j'ai confiance. Si tu pouvais dire aux personnes qui ont peur de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont des craintes vis-à-vis de beaucoup de choses, hein, même qu'est-ce qu'on va dire de moi, etc. Qu'est-ce que tu pourrais éventuellement toi dire par rapport à ton expérience et qui pourrait peut-être guider? Et j'en suis sûre. Alors moi j'ai jamais eu trop peur en fait en général, déjà. Alors, certains verraient ça comme de l'inconscience, mais même dans la rue, je marche. Je suis quelqu'un de très... je crois que je suis programmée à avoir le bon des choses. Et ça, j'ai été réajustée aussi par justement l'agression que j'ai subie, où là, j'ai compris qu'il y avait aussi le côté noir de la force obscure et que ça existait aussi. Je pense que c'était pour que je sois justement plus juste dans ma manière d'accompagner les gens et que j'arrive à les voir dans cette partie-là aussi, que moi aussi j'ai ma propre partie puisqu'on est le reflet de l'autre. Mais je dirais aux gens que en fait c'est un grand terrain de jeu la vie. Aujourd'hui je suis comme ça, demain peut-être que je retournerai dans une entreprise qui me conviendra mieux. J'ai été toujours avec des directions abusives, j'ai fait des burn-out quand j'étais RH notamment, et j'avais fait une demande justement de tomber sur une directrice qui portait mes valeurs quand j'ai décidé sur mon dernier contrat d'accompagnante socio-pro. Et en fait la vie elle m'a apporté un bonbon. Je suis tombée sur une personne profondément humaine. Tu vois, donc en fait la vie encore une fois m'a amené ce que je voulais. Donc en fait je crois que la vie elle m'amène toujours ce que je voulais, mais ça m'a permis de voir aussi qu'en étant profondément humain on pouvait aussi se faire écraser même sur des postes de direction. Tu vois, donc qu'est-ce que je pourrais dire aux gens, c'est vous risquez quoi? Il n'y a pas d'enjeu vital à tout ça en fait. C'est pas, on prend un chemin, il nous convient plus, en tout cas, pas vital sur le moment, quoi. Voilà. Mais c'est un grand terrain de jeu quand on sait qu'on choisit absolument tout dans notre vie et que tout est une étape. On choisit jusqu'à notre départ. Donc en fait, allons-y, on verra bien. C'est quoi cette agression-là? Tu peux en parler ou pas de cette agression? Parce que là, tu as dit c'est comme cette agression, mais personne n'est au courant. Moi, je suis au courant. Ah oui.
Cette agression, en fait, dans ma vie de bisounours, que comme quelqu'un, comme beaucoup pourraient me qualifier, il s'est passé que j'ai eu une intrusion à mon domicile après la formation de massage, justement. Je suis rentrée le dimanche soir et on avait éclaté ma porte d'entrée et on avait été dans mes effets personnels, mes sous-vêtements, mon intimité. Donc ça a été d'une violence. Certains verraient juste une porte cassée. Moi, à ce moment-là, j'ai ressenti un sentiment de danger. J'ai appris plus tard que c'était les profils des personnes que j'accompagnais, justement. Et pour moi, je l'ai vu une fois le choc passé comme un clin d'œil sur le fait que il fallait que je fasse autre chose maintenant, que ça y est, c'était la fin de mon chemin dans l'accompagnement socio-pro. J'ai compris aussi que la vie venait ouvrir la porte de cette expulsion que j'ai eue à mes 8 ans, puisqu'en fait, en travaillant justement en EMDR, j'ai compris que à ce moment-là, l'état d'anxiété, de stress, la paralysie dans lequel j'ai été, c'était mon enfant de 8 ans qui revivait. Cette maison, pour la petite parenthèse, c'était ma maison de la reconstruction. Quand j'ai décidé de me séparer il y a 1 an, j'ai ma propriétaire qui m'a fait confiance. Je sais pas si on peut dire son nom, mais bon, Madame Délivré, c'est un vrai nom, qui m'a donné cette maison Chemin des Limites. Alors tout mon dossier, il y avait 60 dossiers, il y avait rien qui disait que je devais avoir cette maison, mais la vie avait décidé autrement. Donc j'avais trouvé ma maison de reconstruction. Je suis une petite fille qui n'a jamais mis des cadres adultes. J'ai jamais décoré ma maison, j'ai jamais accordé une quelconque importance à faire de chez moi un chez moi, puisque pour moi un chez moi pouvait se perdre. Et en fait, là, la reconstruction. C'était ma reconstruction et on me l'a défoncé. Voilà, ouais. On m'a défoncé cette porte d'entrée, donc on a défoncé ma reconstruction et ça a généré du coup une dépression. Moi, je suis pas une personne qui déprime, je suis une personne qui va pas dans ces émotions-là parce que ça m'intéresse pas. Mais en fait, là, la vie, elle m'a dit, écoute, on va y aller. Parce que comment tu peux accompagner quelqu'un qui est dans sa noirceur, qui est au fond du trou, si toi-même tu sais pas, tu vas pas expérimenter ce fond du trou, quoi. Voilà. Okay. C'était pas fini, c'était la première étape de cette grande période du mois de mai. Oh punaise. Parce qu'après, ça a enchaîné. Oh punaise, attends, il y a du suspense dans cette histoire et nous sommes attaqués par des mouches tueuses. Non, un petit peu. Voilà, si vous n'êtes pas venu dans ce café, attention aux mouches tueuses. Non, je plaisante. Il y a 2 mouches, ça va. Je suis un peu une abuseuse. Donc le déclic pour toi qui t'a montré la voie énergétique. Alors le déclic, c'est quand j'ai appris que j'avais une tumeur. À l'époque, c'était pas une tumeur. D'ailleurs, on va pas l'appeler tumeur symbolique si on le dissocie. Tumeur. Ah ouais. Cette glande, on va dire, cette masse, voilà. Cette masse, ça a été un moment incroyable qui a tout bouleversé. C'est-à-dire que je suis allée voir mon acupuncteur, s'il passe par là, petit clin d'œil, et je suis rentrée dans son cabinet. Il ne me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Première visite, je lui dis bonjour monsieur. Il me dit tu as un problème à la thyroïde. Ok. Je dis très bien. On donnera la ref voilà. De cette personne. Incroyable, un moment incroyable. Et là. Petite message, je me dis oula, connexion, tous mes neurones se connectent et là j'entends, je me dis mais t'as une écho à faire, ça fait des mois déjà que tu as la faire, tu l'as pas fait. Ok. Le soir je rentre, action-réaction, je dis il est temps, j'envoie un message au CHU de Nîmes avec un professeur renommé où personne n'arrive à avoir de rendez-vous. Normalement ça je l'ai su qu'après et là je reçois un appel pour 2 jours après. Donc là, pour moi, c'est warning. Ça veut dire, oulala, quand la vie, elle débloque tout comme ça, c'est pas normal. Donc le jeudi, j'avais une réunion avec le département. Je me dis, non, en fait, je vais pas annuler ma réunion. Et là, j'appelle ma directrice, le bonbon, qui me dit, c'est trop bizarre, j'ai une annulation, je te remplace pour ta réunion, va à cette échographie. Donc là, warning encore de mon côté, ça s'ouvre de plus en plus. J'arrive sur place, je reste à l'accueil et là j'entends après une blague très marrante d'une dame qui me dit nous descendons au -3, ça nous donnera un avant-goût de ce qui nous attend.
centre de cancérologie. Je dis, oh là là. C'est drôle ici. Moi, bien sûr, j'étais la seule à rire. Ils étaient tous sans cheveux dans cet ascenseur et moi, j'ai ri. C'était tellement drôle, cette blague noire. Il y a que dans ces endroits-là où tu peux entendre ce type de blague. Voilà, mais c'était chouette. Ça donc, j'arrive à l'accueil et là, j'entends une dame dire oui, ça fait 5 ans que j'attends un rendez-vous avec ce praticien et là, je me dis waouh, je l'ai eu en 2 jours. Ouais. J'arrive et ce professeur en question a un gros coup de cœur pour moi. Il me dit mais vous êtes un soleil, vous me mettez tellement en joie. Je vous prends dans le créneau des enfants. Vous avez l'air d'avoir une âme d'enfant. Je vous suis les mercredis. Incroyable. Et donc, on est parti sur un an de surveillance. Et en fait, dans ce bus, au lieu d'être sur le choc de ce que je venais d'apprendre, parce qu'il me fait une écho, et il me parle de sa famille, ce professeur. Et il me dit, je crois que pour vous, c'est important que vous entendiez mon histoire. Et c'est la sienne, donc je l'atterrais. Mais il me dit, voilà... il me fait tous les schémas, il sort le post-it et il me dit, je dis oh c'est un petit mignonnet ce petit Dudule. Moi je lui ai donné un prénom, Dudule, il est tout petit. Ça a l'air cool. Et là je le vois sortir un post-it et je me dis oh là là, c'est pas bon quand un praticien se met à sortir des post-it. Et là il me dit vous voyez il y a différentes échelles, 1, 2, 3, 4. Et il me dit vous êtes une tirade 5. Donc je pète les scores, donc le plus dangereux en termes de nodules. Et je repars de ça et au lieu de bloquer sur la thyroïde 5, moi je bloque sur tous les signes de la vie. Et je me dis c'est incroyable, je me sens extrêmement reconnaissante. Et je me dis mais c'est fou quoi. J'ai eu ce truc et je me retrouve là et j'ai cette chance et on me prend et j'ai déjà ce cerveau qui switch au lieu d'être dans l'inquiétude de me dire waouh c'est incroyable tout ce qui m'arrive. C'est comme si tu contournais un petit peu aussi tous les champs au lieu de rester sur. Ah je me sens heureuse quoi. Tu fais tout un champ de tout ce qui se passe autour de toi. C'est ça. Ça c'est la première phase dans le tram et après je me dis attends qu'est-ce qui a été dans ma vie? La maladie, le mal a dit. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui va pas, en fait? Moi, ça a été ça. Qu'est-ce que je dois changer aujourd'hui en état qui fait que tous mes corps énergétiques ont été traversés et que voilà. Et donc, je check ma vie. Je fais l'entonnoir. Le travail, le mari, le conjoint, qu'est-ce qui est en point noir aujourd'hui? Et c'est comme ça que j'ai bouleversé, ce système de vie et que, dans l'équation, je me suis dit, il est temps, là, j'ai envie d'essayer d'autres pratiques. Et c'est comme ça que je me suis inscrite à mon premier stage énergétique en magnétisme holistique par voie chamanique et que j'ai été vers cette voie-là. Là, j'ai fait un gros truc, finalement. Ouais, je vois ça. Parce que justement, je voudrais bien que tu nous racontes un peu le premier soin qui a tout fait basculer. Comment t'es arrivée à pratiquer ce soin en particulier? Qu'est-ce que ça a été quoi ton cheminement? Parce que là, tu t'es inscrite à cette session-là. T'as fait des rencontres, j'imagine. Ouais. Parce que souvent, quand on rentre dans ce monde-là, en fait, on rencontre un peu nos familles d'âme. On dit ça souvent. C'est ça. Tu vois. Et j'aimerais bien que tu nous racontes tout ça. En fait, j'ai pris pour habitude de demander à la vie tout le temps. Quand les choses sont justes, qu'elle débloque, elle ouvre les chemins. S'il s'ouvre pas les chemins, c'est ok aussi. Je vais dans un autre chemin. Et j'arrive à cette session, bien sûr, tout se cale bien, le week-end, les ressources, je reçois un remboursement d'un vieux truc qui me donne les ressources pour payer la formation, pile poil le montant à 10 € près. Je suis désolée, mais il faut que je dise ce mot. La synchronicité, finalement. Ouais. C'est un mot qui agace beaucoup de monde. C'est ça. Mais franchement, là, on y est. C'est tout le temps ça. Ouais. Voilà. Tout est une question de synchronicité. Et donc j'arrive sur ce stage et je me retrouve à prendre la parole pour me présenter dans une émotion très vive. Et je me rends compte que mon ouverture de cœur naturelle touche tout le monde. Donc en fait, je suis émue. Je fais le tour de ce cercle et je génère l'émotion autour de moi. Tout le monde était là avec des protections, tout ça. Moi, j'ai jamais demandé de protection parce que pour moi, si on vibre haut, on est en lumière. Donc, si on est en lumière et dans l'amour, il peut pas y avoir de parallèles négatifs autour de ça. Et là, j'ai rencontré, en me présentant, en parlant de ce nodule, très émue, je pleure, je me vois dans cette ouverture de cercle, je me vois faire pleurer la personne de gauche, la personne d'en face, la personne de tous chialer au milieu de ce cercle. Et je vois une femme en face de moi. Et cette femme, je suis tout de suite, c'est elle. Je sais qu'on sera ensemble en binôme, je sais qu'il va se passer ce qui va se passer, je sais.
Donc moi, jamais fait de soins énergétiques, rien du tout. Imaginez le truc, on se met en binôme de travail, donc on sent bien sûr la chaleur des mains. Il nous parle de ses cercles de protection, il nous parle de ces trucs. Et moi, j'ai toujours travaillé avec les archanges. Comme j'ai jamais été baptisée, jamais dans une église, mais ça a toujours été naturel. Ok. Ce côté archange, Raphaël, j'ai battu le Covid comme ça. En me faisant des méditations à la lumière verte dans mon bain, l'eucalyptus, enfin des trucs peu probables. Alors je suis asthmatique et que normalement c'est hospitalisation un peu direct. Mais ce monde-là, il t'a jamais fait peur? C'est-à-dire que t'es rentrée là, dans ce cercle, jamais. En plus avec une influence chamanique, donc ça pourrait faire flipper quand même. Jamais. Tu vois? Jamais, parce que pour moi, on va là où on doit aller. D'accord. Et ça, c'est vraiment ancré, c'est dans mes cellules. C'est-à-dire que si quelque chose doit me faire peur, si quelque chose doit m'arriver, c'est que je dois à ce moment-là, j'ai choisi de vivre ça. Et donc je me questionne pas. Déjà, je suis un bélier, je fonce. Ça a toujours été comme ça. Je réfléchis pas. Moi, je défonce la porte. Une fois qu'elle est pétée, je réfléchis à comment on refera le cadre de porte. C'est un peu voilà. Donc je suis arrivée. Et pour moi, si c'était arrivé là comme ça à moi, c'est que c'était le moment pour moi, que c'était juste en fait. Donc mes émotions étaient bonnes. J'étais alignée. J'avais fait mes petites demandes au café le matin, que tout soit dans la lumière, que tout soit beau. Et en fait, j'arrive sur place, je me mets en binôme avec cette personne et là, il se passe un truc de fou. Elle se met à trembler, à hurler, à crier. Je sens mon cœur qui bat très vite. Je crois que je fais une crise de tachycardie. Et je sens qu'il faut que je prenne un tambour dans les mains pour calmer ce truc. Et du coup, j'ai le formateur qui vient valider le soin. Il se dit, mais attends, prends pas un tambour comme ça. Donc moi, vu que je m'étais jamais renseignée sur l'empreinte chamanique, sur toutes ces choses-là, je vais chercher mon tambour. Et en fait, je sens que mon cœur s'apaise. Et je tape les mouvements de mon cœur dans ce tambour. Et là, la personne se met à convulser, à hurler, à crier, à pas être en lévitation, mais presque Et là, j'ai peur. Je me dis, mon Dieu, elle va crever. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai touché quoi? Et tout ça en mettant juste mes mains comme ça avec le tambour ensuite. Et là, le formateur arrive et il me dit continue ce que tu fais, je vais canaliser au niveau de la tête, ses ailes sont en train de sortir. Je dis pardon, les ailes de quoi? Incroyable. SOS. Et derrière. Ceci est normal. Gardez votre calme. Il faut quand même savoir que je vis avec un mari depuis 11 ans très cartésien qui ne croit en rien, je pense. Enfin, si, il a ses croyances maintenant, il s'ouvre, il est obligé, mais baigné dans ça. Donc en fait, les ailes, elles sortent pas. En fait, les ailes, elles sont sur les oiseaux. Je crois me souvenir que tu as baigné dans un univers. Voilà, moi aussi. Donc je me dis, mais c'est ça, ton univers impitoyable. Mais what? Et en fait, elle sort et là, témoignage incroyable. Merci pour ce que tu as généré chez moi. Merci de m'avoir aidé à sortir mes ailes depuis tellement de temps. Et donc, elle expanse en fait. Et moi, je me dis, j'ai fait ça et waouh quoi. Et je me suis jamais attribué ce truc de me dire j'ai fait ça en fait. Non, je me suis toujours vue à la disposition du grand tout. Ce que je fais, l'autre peut le faire. Et c'est un tuyau en fait, comme si que j'avais débouché mon tuyau d'arrosage et que c'est beau cette image. C'est beau, voilà. Ça a réveillé quelque chose en toi en fait de voir ça. C'est ce que tu dis. Pour toi, c'était un moment. Oui, en fait, je me suis retrouvée avec un groupe incroyable, une famille d'âmes, avec le cœur vraiment. Des gens dans l'amour et un groupe juste parfait, quoi. Parfait pour moi à ce moment-là. Et de là où j'en étais, réconfortant. On a fait un groupe après. Enfin. Vraiment, ça réveille même en toi, à l'intérieur de toi. Pour toi, alors, à l'intérieur de moi, ça m'a conforté dans l'unité, ça, et ça m'a conforté dans plus jamais je passerai à côté de moi. J'ai pas ressenti pour moi l'appel à ce moment-là. Enfin, c'était très drôle. J'avais fait une retraite de yoga une fois et il y avait quelqu'un qui fabriquait des tambours chamaniques et j'avais pas eu du tout d'appel, donc j'avais pas acheté de tambour. Et ce jour-là, j'ai senti que je devais avoir un tambour et j'ai gravé une promesse dans ce tambour de ne plus jamais sans moi. Voilà. Et j'ai décidé que maintenant, ma vie, ce serait plus jamais sans moi. Ok. Ce jour-là, tu as décidé de quitter ton mariage ou plutôt de te choisir toi. Comment tu as trouvé le courage dans tout ça?
En fait, moi, je l'ai vu comme quelque chose de vital. C'est-à-dire que pour moi, on m'apprenait une thyréoïde 5, donc le nodule le plus grave dans cette pathologie-là. Il y avait plus de questionnement possible. Il fallait que je réajuste et je suis rentrée de ce stage énergétique et je me suis pas reconnue dans ma vie. Et ce jour-là, lors de la fin de ce stage, je m'étais fait une promesse de ne plus jamais être d'être moi pour moi. Voilà, c'est ça. Donc plus jamais sans moi, c'était une manière de pour moi, j'avais pris un engagement face à ce cercle et je devais prendre les décisions qui allaient avec ça. C'est-à-dire que là, j'étais dans un mariage où finalement, j'étais dans le don de moi à 300%. Le don de moi en tant que mère, le don de moi en tant que femme, ce sentiment qu'on peut avoir parfois d'être là mais d'être pas vu, d'être une commode. Non mais c'est le mot, je dirais. Je faisais tous les jours des choses pour l'autre qui étaient invisibles et je devenais celle qui faisait tout pour deux. Et c'était plus possible et je voulais plus de ça pour moi et ça allait plus dans ma promesse. C'était quoi un peu la forme de ton mariage? Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu là tu parles de commode? Est-ce que tu peux nous installer un peu dans la forme de mon mariage? C'est que moi j'ai toujours été une grande romantique, donc je fais partie des gens qui mettent des post-it. Je fais partie des gens. Je suis une HPE en fait, au potentiel émotionnel. Voilà. C'est-à-dire que toi, moi, n'importe qui va me dire quelque chose et malgré le fait que je parle beaucoup, j'écoute aussi beaucoup, j'entends. Vraiment. Donc ça veut dire que je faisais partie des femmes où mon mari va évoquer l'envie de faire quelque chose, c'est stocké dans ma tête et un mois et demi après, j'organise la chose en question qui le met en joie. Et avoir une Virginie dans sa vie. C'est ça. C'est exactement ça. Et en fait, il y a eu quelques petits trucs du genre, je sais pas, l'ultime dessert que tu manges qui n'est pas celui que tu aimes, par exemple, et que ça fait 10 ans que tu manges un dessert que tu n'aimes pas finalement, et tu te dis mais attends, moi je comprends pas. Et il me dit une fois qu'il a envie de fraises tagada, le lendemain il y a une visite chez Haribo qui est organisée et j'ai dit moi je demande quelque chose et je suis pas entendue en fait. Donc ça faisait vraiment résonance à finalement mon enfance et le fait que petite j'étais pas entendue non plus. Donc je voulais plus ça. J'avais des enfants qui finalement avaient une maman présente à chaque sortie scolaire, à chaque sortie tout court, avec le goûter, le pain au chocolat, le machin. Puis ça aussi, ça devenait transparent. Ça devenait transparent d'avoir des gâteaux maison, d'avoir parce que je suis ce genre de maman, je suis ce genre de. C'est-à-dire, j'ai jamais voulu d'enfant, mais je suis le genre de personne à organiser un jeu de piste pour rendre la douche sympathique. Donc d'ailleurs, ce rôle de maman, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tout ça ou pas? Ce rôle de maman, ça a été un peu un tourbillon où j'ai été avec des enfants qui ont fait que de me tester. J'ai compris depuis peu que finalement ça aussi c'était choisi. J'ai un enfant qui a été diagnostiqué TDAH avec, alors c'est un terme maintenant que j'aime plus trop utiliser parce qu'on a l'impression qu'on classifie les enfants en fait. Je crois qu'on l'était tous TDAH, seulement à l'époque on se prenait une gifle. Ouais. On n'était pas entendus. Ouais. Il y a peut-être plus de violence. Plus de violence, voilà. En tout cas, voilà. Je pense que de mon côté, il y en avait encore, mais là, ils sont tombés dans une famille où, en fait, je comprenais pas bien. C'est-à-dire que j'étais la maman présente, la maman drôle, la maman. J'ai ma fille qui m'a fait un très beau cadeau il y a quelques mois de ça, où elle m'a dit, je l'avoue, c'est pas bien, mais elle m'a dit, maman, tu fais partie du top 5 des mamans du collège. Je dis, ah ouais, il y a un classement top du coup. 5. Donc là, je m'arrête, je dis, ah oui, top 5. Pourquoi je ne suis pas la numéro 1? La comparaison, dites non, au moins une fois. Et donc, je tombe dans le top 5. Et en fait, dans le classement, t'es dans le top 5. C'est ça. C'est pas mal, hein. Et là, elle me dit, mais en fait, je vais t'expliquer, c'est que tu es une maman qui me laisse assez d'autonomie pour devenir une adulte responsable. Elle a quel âge ta fille? Tu peux aussi 12 ans. Elle vient d'avoir 13 ans. Qui me laisse assez d'autonomie pour devenir une adulte responsable, qui me fait autant peur qu'elle me fait rire.
Et du coup, tout ça donne un juste équilibre qui fait que finalement, tu es exactement la maman qu'il me faut. Ça a été mon cadeau parce que ça a été une enfant où pendant longtemps, je ne me suis pas sentie légitime en tant que maman. J'ai voulu des fois la laisser à son père pensant qu'il ferait mieux. C'est mon mari actuel qui m'a dit mais ne fais pas ça, t'es quelqu'un de formidable et t'es la seule à pas le voir. Ça, j'ai failli perdre sa garde à cause de mon papa. Qui avait à l'époque fait une attestation contre moi avec ton ex-mari, ton ex-conjoint, avec mon ex-conjoint, qui a été notifié devant le juge en remettant en question ma stabilité émotionnelle. Et à cette époque, j'étais la petite jeune de 24 ans, j'étais isolée, j'étais partie dans le sud de la France comme ça sur un coup de tête, donc je n'avais pas de famille solide sur place. Et en fait, c'est la première fois que j'ai senti physiquement une fracture du cœur. Je sais pas si des personnes l'ont vécu, mais on sent physiquement le cœur se briser en deux. Pour moi, j'avais subi, j'ai compris très peu, il y a très peu de temps, qu'en fait, j'avais eu la plus grosse trahison qu'un être humain peut avoir, avec ton père, d'être trahi par la parentalité, en fait. Donc, j'ai été une maman où je me suis pas trop régalée. Et en fait, ma fille me tenait rigueur. J'ai dû partir sur Paris pour une raison professionnelle. Donc, on s'est éloigné de son papa. Et du coup, ma fille, je pense, m'a tenue responsable de cet éloignement et me piquait tout le temps, du genre, pourquoi un juge qui ne me connaît pas a décidé que je devais partir avec toi? Elle avait quel âge à ce moment-là? Ah oui, quand même. Donc ça fait mal. Elle est pas un petit peu... Oui, un peu comme... oui, hein? oui. Un peu précoce, oui. Ouais. Et donc, j'ai subi beaucoup. J'ai subi. Et un jour, je lui ai dit, écoute, elle s'appelle Anna, ma fille. J'ai dit, écoute, je crois que je sais pas bien être ta maman. Je sais pas bien ce qu'il te faut, mais je sais une chose, c'est que tu n'es pas là pour me réparer. Donc, si pour toi, ça te semble plus juste d'évoluer, de grandir avec ton papa, on va organiser ça et tu vas partir avec ton papa et on va le mettre en place. Et en fait, ce jour-là, je crois que je lui ai laissé le choix. C'est-à-dire que elle s'est dit, j'ai la possibilité de choisir un autre chemin. Elle s'est réveillée le matin, c'était une autre enfant. Elle a arrêté de pisser dans mes chaussures parce que c'est ce qu'elle faisait, hein, vraiment, littéralement. Elle pissait dans mes chaussures, elle me provoquait sans cesse, elle me remettait dans mes dualités en permanence. Et puis moi, je comprenais pas parce que j'étais le genre de maman qui faisait des jeux de communication, qui T'étais maman solo à ce moment-là? T'étais maman solo en fait à ce moment-là. J'ai été maman solo très peu de temps. Après, j'ai Steve qui est rentré, donc mon mari qui est rentré dans ma vie quand Anna elle avait 1 an, donc très tôt. Donc en fait, il y a des assiettes délicieuses qui arrivent là. Ouais, c'est magnifique. On va filmer ça, c'est extraordinaire. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et en fait, oui, j'étais maman solo et une maman pleine de doutes. J'étais pas la maman ou la personne que je suis aujourd'hui. Je crois que il y a pas de bonne manière en fait d'être ni un être humain ni une maman. Voilà. Ouais. Je pense qu'on quand même réenquillé un deuxième coup, hein, je veux dire. J'ai réenquillé et là, là j'ai vécu une grossesse incroyable. J'ai vraiment mon fils était au porte-bébé, on était ensemble, on faisait des spectacles ensemble. Je kiffais ma vie. Là où pour la première grossesse, je savais qu'une précarité m'attendait, donc ça faisait écho. Là, j'étais dans une situation optimale. Mon mari veillait sur nous. J'avais pas de sécurité, de sentiment d'insécurité, mais pourtant quand même, parce que déjà. Enfin, c'était pas réglé tout ça, donc je me sentais quand même en insécurité. Et ensuite, ma tornade, elle est arrivée et lui aussi, il a envoyé tout valser. Et j'ai été triste. J'ai passé des nuits à pleurer parce que moi, je pleure pas devant mes enfants, c'est un choix. Je veux pas les prendre en otage de mes peines, tout ça. Mais j'ai aussi compris depuis ces derniers mois que être fragile devant quelqu'un, ça lui donne le droit de l'être aussi. Donc, j'ai appris à leur montrer que des fois, les choses aussi me touchaient, même si j'avais un encodage différent, que peut-être je ne pleurais pas devant eux, mais que ça ne voulait pas dire que les choses me faisaient pas de peine. Donc, lui, il m'a bouleversée aussi, hein, il m'a passé à la moulinette, c'était dur. C'était des phrases comme je préférais que tu meurs, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une mère comme toi, beaucoup de violence verbale, physique que je aussi. Ne comprenais pas. Physique, il a jamais eu trop l'occasion, mais il a essayé, oui. Une gifle une fois. Après, j'ai compris que j'avais une sorte de mama italienne au fond de mon être. Je l'ai coursé avec une mule, il a jamais plus refait. Ok, donc c'est la technique de la mule, on retient.
Il y a eu une fracture à un moment donné pour que toi, tu puisses aussi peut-être reprendre un petit peu plus d'espoir à ce niveau-là dans ton rôle de maman. Non, c'est que très récent. L'espoir, l'espoir si quand il était bébé parce que je me suis régalée. Donc j'ai eu une transition comme ça où vraiment je kiffais ma vie. Et Anna, dans ces moments-là, elle était aussi. Aussi, Anna, dès qu'elle a eu le choix de vivre ailleurs, elle a changé complètement. Donc elle a jamais voulu d'avoir de petit frère. Elle voulait être une fille solo. Bon voilà, elle avait un petit frère, il fallait qu'elle compose avec. Donc j'étais très en joie sur, je dirais 3-4 ans. Et encore, j'ai envie de dire, puisque mon mari à cette époque-là a fait une petite dépression. Donc en fait, tout le monde pensait que je lui avais fait un enfant dans le dos. Donc ça a un petit peu terni mon bonheur en fait, parce que moi j'étais en joie vraiment, j'avais repris mes études, tout ça, et puis j'ai toujours eu quelque chose, c'est-à-dire que j'avais mon fils, l'organisation de mon mariage, ma reprise de mon master et mon père. Donc mon père, ça faisait 12 ans que je lui parlais plus suite à l'attestation qu'il avait fait contre moi. Et en fait, un jour, on m'appelle et on me dit, ton père est en train de mourir. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc, je crois que la vie, elle m'a jamais fait vraiment de pause. Qu'est-ce que t'as fait alors? J'ai fait ce que je sais faire. Je suis allée le chercher. J'ai pris à peu près une soirée pour décider si je lui pardonnais ou pas. Et j'ai dit une soirée, hein? Oui, une soirée à peu près. Ça va vite. Il y a des personnes, elles passent une vie entière. Moi, j'avais pas une vie entière. Je savais qu'il allait partir. Donc, il avait quoi, je lui ai trouvé un cancer généralisé, plusieurs choses. Avec mon mari, on est allé chercher. À l'époque, il était resté sur mon ancien lieu de vie. Il a emporté très peu de choses. On a retrouvé quelqu'un qui vivait dans un état insalubre, avec des souris, des choses comme ça. Il était complètement amaigri. Et en fait, je l'ai pris dans ma voiture, j'ai pris quelques affaires à lui, je lui ai trouvé un studio sur Marseille à l'époque. Et là, je suis rentrée dans des phases de vie que je pensais pas. Je faisais partie des gens qui disaient, oh là là, moi, faire la toilette, ça sera jamais possible, c'est pas du tout mon truc. Puis là, on était, attention, sur un enfant qui avait 1 an, ma grande. J'avais une reprise d'études, un mariage à organiser et mon père mourant sur les épaules à ce moment-là. Avec qui tu ne parlais plus depuis 2 ans? Avec qui je ne parlais plus depuis 12 ans. Voilà. 12 ans. Ah, oui. J'ai compris 2 ans. Non, 12 ans. 12 les cocos, 12. Voilà. Donc, on s'est redécouvert. J'ai appris à lui dire des choses aussi. Et puis, j'ai appris que, que la rancune, c'était pas moi non plus. Je savais pas faire. Donc, je l'ai accompagnée. J'ai eu peur beaucoup de fois. J'avais menti à mon mari à cette époque parce qu'il m'avait dit je veux bien aller le chercher mais il faut pas qu'il y ait d'impact sur notre vie personnelle. Moi naïvement j'ai dit oui il y aura pas d'impact, mais c'était impossible. Donc en fait mon mari pensait que je faisais des journées au spa où j'allais me détendre et en fait j'allais faire le ménage et nettoyer mon papa. J'ai fait ça toute seule parce que mes frères et sœurs étaient en conflit avec lui et n'ont pas dépassé cette phase-là. Toujours mais pas mes sœurs si, mes sœurs en fait ont donné l'alerte, elles y sont allées sur la première étape dans l'appartement et elles m'ont dit écoute Virginie, papa il est dans un état et moi j'ai pris la suite et tout ce qui s'est géré. Donc mon papa s'est donné en motivation d'être là à mon mariage. Moi je ne savais toujours pas si j'allais l'inviter. Et il a été là à mon mariage, il a fait un discours et il est mort quelques temps après, pas très longtemps après, je crois. Il a réussi à m'amener à la mairie. Et ensuite, il est décédé. On a retrouvé le corps chez lui. C'est mon mari qui a retrouvé le corps chez lui au bout d'une semaine. Donc, corps sous scellé, saisie, police, enquête. Donc, tout ça. Et après, j'ai tout organisé. Ensuite, on a découvert les dettes qu'il avait laissées. Et le pardon a continué, en fait. Et moi, je continuais à être... dans l'intime conviction que dans la vie, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, surtout. Waouh! Voilà. Oh, regarde, un petit bébé chat! Coucou, toi! Tu viens valider? Magnifique rencontre. Ouais, c'est bien. Il vient nous faire un petit soin. Un petit bébé chat. Enfin, un petit bébé. Moi, tout est bébé, j'ai l'impression, avec moi. Je dis bébé chien, bébé chat. Oh, bébé. Je sais pas si j'ai répondu à la question initiale. Si. Alors, comment est-ce qu'on traverse une séparation en étant maman? Comment on traverse une séparation? Là, ça a été aussi beaucoup de... Donc, on s'est séparés avec mon mari. On a continué
entretenir des liaisons quotidiennes. Tu viens m'aider dans cette étape. Étape sensible, puisqu'on s'est remis ensemble depuis cet été, en fait. Il a expérimenté, il a eu des relations, il a relationné, comme certaines diraient, sans citer personne. Moi aussi, j'ai rencontré du monde. C'était difficile parce que ça fait 11 ans, ton corps il change. Tu as eu de grossesses, d'apprendre à réapprendre. C'est ça, d'apprendre à réapprendre. Et en tant que maman. Et en tant que maman, comment c'est de vivre ça là, Bah maman, ça a été vraiment. J'ai dû reprendre des structures. Donc, ma directrice chouchoute m'a donné des heures supplémentaires pour que je puisse subvenir à leurs besoins. Cette femme sera le sponsor officiel de ce podcast. Complètement, c'est un amour. Si elle passe par là, vraiment, je crois que dans la vie, on a la chance de rencontrer des gens qui nous marquent. Et elle fait partie des gens qui nous marquent. Et si elle était là, elle dirait mais c'est toi qui marques. Et du coup, on serait là à faire une battle de qui a marqué l'autre. J'aime déjà cette femme énormément. C'est ça. Et on a eu en fait, j'ai travaillé beaucoup pour subvenir à leurs besoins. Je voulais qu'ils empathisent pas, comme toutes les mamans souvent font. Et moi, je sais pas, j'ai demandé énergétiquement encore une fois du soutien. Et je me suis retrouvée à faire des choses incroyables, c'est-à-dire je faisais mes cartons la nuit, je déménageais à la fin de ma journée de travail, je travaillais la journée et j'enchaînais comme ça et je réinstallais les cartons de. T'avais du monde autour de toi pour t'aider ou tu avais vraiment pas ma maman était fâchée à ce moment-là. Ma maman c'est le pilier un peu, donc elle était dans sa propre lutte puisqu'on avait des biens communs qu'on a dû vendre. On a poussé jusque là. C'était pas un chemin facile cette séparation. Et dans ces biens communs, j'avais ma mère et ma sœur en locataire. Ok. Donc, il a fallu que je prenne des décisions et des décisions qui ont impliqué des fractures de famille. Voilà, et donc là ma mère était dans son propre combat, j'étais dans le mien, donc on se parlait plus. Et en fait, la vie m'a amené des rencontres. Encore une fois, on va reparler de synchronicité, à n'en déplaise. Mais voilà, j'ai une collègue avec qui il y avait eu quelques frictions en plus au début, qui s'est portée garante alors qu'elle me connaissait ni d'Adam ni d'Ève. Elle a impliqué ses propres ressources dans ça. J'ai un collègue aussi à moi où on avait toujours beaucoup discuté, qui est venu me monter les meubles. Mon mon mari aussi restait là, donc on peut pas, voilà, il est aussi venu m'aider. Donc oui, j'ai quand même eu une aide et beaucoup de gens qui comprenaient pas parce que j'étais dans une situation qu'on peut dire confortable. Je ne manquais de rien, j'avais un toit, j'étais pas battue, il n'y avait pas d'addiction, donc situation qui peut sembler idéale, sauf pour mon fort profond. Oui, bien sûr. Tu peux te servir un petit thé, que si tu tout sautes en plus à te faire du bien, prépare ton petit thé. C'est incroyable ce petit chat qui nous accompagne. Oui, dis donc. Il a décidé de... Je prends des images du petit chat, partagées avec vous. Tu vois, ça aussi, c'est pas un hasard. On sait que les chats, c'est des éponges. Il capte tout le coco. Il est venu s'installer juste à côté de nous. C'est trop mignon. Bon, il y a peut-être aussi le fait qu'on a les coussins hyper confortables. On est aussi dans un endroit plutôt safe, cosy, quoi. C'est ça. J'aimerais qu'on parle un peu de la phase féminine. Si tu veux évoquer les étapes de la femme, qu'est-ce qui a été ton plus grand passage en tant que femme, je répète encore, initiatique? C'est-à-dire en tant que femme initiatique, dans quel domaine? En fait, en tant que femme, avant tout, sans parler de rôle. Tu sais, on veut souvent se mettre un rôle d'amante, de mère, de fille, de tout ce que tu veux. Dans cette transition de couple? Dans tout dans toute ta vie. Moi, j'ai tellement si vraiment on pouvait focus sur ce sujet-là, un petit peu sur le féminin, quel message pourrais-tu transmettre à travers? J'ai compris. Tu vois? Je crois que j'ai compris. Ok. Et je comprends encore aujourd'hui. Et j'apprends encore à ce sujet que pour moi, un corps, il n'est pas là pour être beau. Un corps, il est là pour t'aider à passer tes caps de vie. Moi, j'ai pris 15 kilos au décès de papa. Ils se sont installés gentiment. Et puis avec le déni aussi. Le déni s'est installé avec... Le déni de la perte de ton papa?
Non, le De ton déni corps de mon corps, c'est-à-dire de ne plus vouloir monter sur la balance. Je faisais beaucoup de sport. T'es une grande sportive, on peut le dire. Oui, voilà, je courais, je faisais des runs, je faisais tout ça, et en fait, j'étais jamais assez. J'étais toujours trop quelque chose ou pas assez quelque chose. Je vois des photos aujourd'hui d'il y a 20 ans, je me disais, mon Dieu, t'étais une bombe atomique, et pourtant j'allais déjà aux réunions Weight Watcher. Voilà, il faut dire que t'es aussi une bombe atomique, hein. Oui, aussi, mais je crois que à un moment, je voulais faire une abdominoplastie, toutes ces choses-là, et puis finalement, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu représentes? Qu'est-ce que ton corps il t'a aidé à porter? Qu'est-ce qu'il porte aujourd'hui quotidiennement? Et maintenant, j'apprends à voir mon tablier de grossesse en me disant que pour certaines femmes, elles l'auront jamais parce qu'elles pourront jamais avoir d'enfants. Et ouais. Ou pour d'autres, elles l'auront jamais parce que jamais elles se supporteraient comme ça. Et j'apprends en fait à sortir de mon propre jugement. Je crois que c'est ça, le juge qui ment. Et c'est alors tout ce langage des oiseaux, Caroline, pour la petite aparté, le mâle a dit, ouais, c'est ça, etc., Petite etc. italique. Ça s'appelle le langage des oiseaux pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou qui pensent que c'est du folklore. Renseignez-vous un peu sur l'origine des mots, c'est intéressant de savoir un petit peu les choses. Chaque mot posé. Rien n'est écrit et dit et inventé au hasard, ok. Donc voilà. Et Virginie est une fan absolue de. Ouais, mais parce que ça aussi, j'ai reçu un enseignement, je crois, qui m'a poussé à cette sensibilité-là, du langage de ça, le langage du corps aussi. Et je crois que pour une femme, tout est plus ou moins un cap en fait. Donc citer quelque chose de précis, je saurais pas dire parce que je suis tellement passée sur différentes phase de ma propre intimité, de mes blessures, parce que pour la petite parenthèse, la première personne que j'ai rencontrée pendant cette séparation a été très violent. Il a été violent verbalement, il a brisé quelque chose chez moi et c'était la première fois que j'osais me passer un cap d'intimité en fait en dehors de mon mari avec qui j'étais depuis 11 ans. Donc je me suis retrouvée jusqu'à ce que mon corps me protège, à faire une crise d'asthme, à ce que je puisse évacuer de cette situation. Je suis tombée sur une scène digne d'une série, je me suis dit je vais mourir en fait. Dahmer, quoi, pour les intimes, Dahmer. C'est ça. Le gars m'a mis un film d'horreur, tout ça, où le gars il zigouillait des femmes dans le film d'horreur. À la fin, il est venu avec un couteau de boucher. Faites attention à vos rencontres sur Internet, s'il vous plaît, mesdames. Complètement. Et messieurs, parce que vous n'êtes pas. Mais tout était juste, encore une fois. J'ai pu apprendre que le corps, en fait, te mettait en sécurité naturelle. Du corps, ouais. Exactement. C'est-à-dire là, c'est pas ok. Et ben, t'es à bout de souffle, tu comprends que rien ne se passera. Vous voulez pas que tu meurs une crise d'asthme. C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. Le message que tu pourrais transmettre aux femmes qui s'oublient, ce serait quoi pour toi? N'attendez pas la maladie. Voilà, tu vas nous en parler de ce que tu traverses, mais pour toi, ça, ce serait vraiment le message? Oui, n'attendez pas d'être malade. N'attendez pas... Quand je vous dis que le premier aide dont on a la charge, c'est soi-même, je crois que c'est pas une belle phrase toute faite. En fait, j'ai compris aujourd'hui, en me mettant au cœur du grand tout, que je deviens une maman plus équilibrée, je deviens une accompagnante plus juste. Très longtemps, j'ai vu le narcissisme ou l'égoïsme comme quelque chose de mal, parce qu'on doit être dans le don, on doit donner tout le temps. Pour donner justement, il faut donner à soi. Pour dire à quelqu'un de penser à soi, il faut que soi-même on pense à soi. Faut se responsabiliser en fait. Exactement. Tout ce qu'on fait a un impact dans la vie, dans le modèle qu'on donne en tant que mère, dans le modèle qu'on donne dans notre vie de couple. Et je crois que c'est ça que j'ai envie de dire aux femmes, c'est que les décisions que vous prenez pour vous, finalement, elles vont éclabousser tout ce qui vous entoure autour. C'est fort. Hein. C'est très fort. Tu accompagnes aussi ta maman dans une phase de maladie. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu et peut-être faire le lien entre toi, ce que tu vis et comment tu affrontes tout ça en fait, hein? Ça a été quelque chose d'incroyable. C'est que le jour, la semaine de l'intrusion à mon domicile, on m'a annoncé que ce fameux dudule était un cancer. Voilà. Et quelques semaines après, on a annoncé en fait un cancer du péritoine à ma maman. C'est un cancer inopérable. Donc là, aujourd'hui, elle traverse une phase de vie compliquée où elle a ses propres questionnements, ses propres démons, ses propres rancœurs.
le cœur qui rend, et c'est l'estomac. Elle se fait de la bile toute sa vie, et voilà. Et en fait, encore une fois, comme pour mon enfance, elle a fait quelque chose de plus grave. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que là où j'aurais pensé que pour une fois, j'aurais pu être au cœur du tout, je me suis retrouvée à être pas sur une battle de cancer, mais finalement à avoir ma mère qui vit quelque chose de plus grave, et donc naturellement faire ce que je fais de mieux, minimiser ma propre santé pour la sienne, en fait. Donc comment je le traverse aujourd'hui? On alterne avec ma sœur aînée et puis l'autre fratrie, et j'essaye de faire des allers-retours, et quand je suis avec ma mère, je suis qu'avec ma mère. C'est-à-dire que là, j'y suis allée ce week-end, on a passé le week-end à refaire le monde, à tricoter, à crocheter. J'ai été très en colère. J'étais en colère, ça a été la première émotion. J'étais en colère contre moi, j'étais en colère contre elle. J'étais en colère contre moi de jamais avoir réussi finalement à soigner ces mots. Ces mots M-O-T-S, et ces mots M-A-U-X. J'ai été en colère de me dire, aujourd'hui t'accompagnes tellement de monde et au final t'as pas su accompagner ta maman. Aujourd'hui, elle sera peut-être plus là demain, et en fait j'étais d'abord dans flemme, quoi. Là, ça me fait chier parce que là, j'ai mon cancer, j'ai mon truc, et ça m'ennuie encore une fois de devoir me porter vers les autres. Et puis après, j'ai fait ce que je fais de mieux, j'ai switché vers une autre dimension où je me suis dit non, en fait, c'est son chemin. Elle a décidé de traverser ça aujourd'hui. J'ai pas envie que mes derniers instants avec elle, ce soit des reproches. J'ai pas envie que mes derniers instants, ça soit des attentes de la mère que j'aurais voulu qu'elle soit. Donc aujourd'hui, voilà, j'accepte, j'accueille que quand je suis avec elle, elle va répéter 15 fois ce qui se passe avec son cancer. J'accueille le fait que 4 fois sur 5, elle écoute pas ce qu'on lui dit. J'accueille le fait que... Des moments précieux aussi t'accueilles, non? C'est ça. Entre la douleur et les moments magiques. Voilà, j'accueille le fait que quand je mets mes hugs, elle me dit qu'est-ce que tu fous avec ces écrase-merde. J'accueille, en fait, et je rigole, et je me dis que il y a un moment donné où je les aurais plus, ces moments-là qui me font suer aujourd'hui, et qui finalement font des très beaux souvenirs demain. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de partir à Poudlard pour développer ma médiumnité. Alors Poudlard, pour les intimes et non intimes, c'est une des plus grandes écoles de médiumnité internationale. C'est ça. À Londres. Nous tairons le nom. Ouais. Mais voilà, Virginie a décidé de s'inscrire pour la session du mois d'août. C'est ça, et en fait, c'est encore une fois un choix très intime où mes proches me disent mais tu es incroyable, c'est que voilà, il y en a, ils utilisent Bouygues pour appeler leur maman, mais moi j'ai plus ma grand-mère, j'ai plus mon papa, j'ai ma sœur qui a frôlé la mort aussi, que j'ai accompagnée pendant 2 ans, qui a eu 3 cancers, et je crois que voilà, c'est ma manière de rebondir sur si la vie m'offre cette chance de pouvoir continuer à échanger, continuer à faire des blagues dans l'invisible, et je veux m'accorder toutes les cordes pour faire quelque chose de différent et communiquer autrement. Et là, t'affrontes toi aussi ton propre, ton propre cancer. Ouais. Enfin, tu vois, je pense que c'est bien aussi de poser des mots. Et une deuxième opération approche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe intérieurement, en fait? Qu'est-ce que tu entends intérieurement dans cette épreuve-là? Alors, intérieurement, je suis passée par différentes phases. C'est-à-dire que quand j'ai découvert que mon mari avait rencontré des gens pendant notre séparation, au début, ça a été rigolo. Et puis, j'ai fait mon Sherlock Holmes et j'ai craqué son téléphone et je suis tombée sur des choses qui m'ont fait très mal. Je croyais avoir eu mal avant, mais là, j'ai eu mal vraiment. C'est-à-dire que je suis tombée au fond du fond. Et ça, je vous parle de quelque chose qui était il y a 3 semaines, donc c'est frais, où je me suis vue organiser ma vie sans moi dedans. Et à ce moment-là, j'ai fait un pacte avec là-haut, et après j'ai rompu ce pacte, mais en gros, je leur ai demandé que si cette opération pouvait faire en sorte que cette incarnation, elle s'arrête, ça serait ok aussi. Bien sûr, je suis revenue là-dessus après, mais c'est pour vous dire l'état dans lequel j'étais il y a 4 semaines, il n'était pas minimisé. Hein. J'étais vraiment au fond du trou et j'avais vraiment une flemme là de la vie. Parce que quand on me voit, j'ai fait encore une activation Kundalini, j'ai couvert un séminaire il y a 2 semaines et les gens m'ont vu arriver comme je suis, c'est-à-dire tout sourire, toute pimpante, toute dans la blagounette, et à la fin, en fermeture de cercle, je leur ai dit quelques brides de ma vie
Et là, grand silence. Ouh là, ah oui, c'est possible en fait. C'est possible d'être comme ça et d'avoir traversé ça. Donc il y a 4 semaines, j'étais comme ça dans l'idée d'organiser ma vie sans moi dedans, parce que j'en avais marre en fait. J'en avais marre et c'est ok. J'apprends maintenant à me dire, voilà, t'as le droit d'avoir marre, t'as le droit de plus avoir envie, t'as le droit de lever le masque aussi parfois. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce que je m'efforce de faire le plus possible. Et forcer, on va éviter, mais c'est ce que je m'attelle à faire quotidiennement. Tu essaies tant bien que mal. Essayer, c'est échouer. Je vais vers de l'authenticité. Et je me sens comment ? Je me sens un peu plus stressée parce que j'ai eu des complications à la première. C'est-à-dire que ma voix, VOX, je la faisais pas entendre en toutes circonstances. Et du coup, on me l'a coupée. Donc, j'ai plus de voix pendant 1 mois. Et alors, autant vous dire, j'étais à 2 doigts de faire un dossier cotorep. Pour moi, muette, c'est incroyable. Donc vraiment, je m'en foutais d'avoir le cou ouvert, mais ma voix, quoi. Donc, je me suis inscrite au gospel. Donc le rêve de toujours Sister Act, comme tout le monde, je sais pas chanter, mais j'ai dit tant pis, si je suis muette, je vais avoir fait. Donc là, tu fais du gospel. J'ai mon premier concert samedi, mais ça sera le seul. Je me suis inscrite à j'ai un peu fait comme je fais toujours, c'est-à-dire voilà, ma vie elle est là. Bientôt, je vais être nue sur une table et endormie, et puis ça dépendra pas de moi, mais bon, soit je suis toujours ouverte au voyage astral, EMI, tout ça, c'est ok pour moi. Pensez pour toi le 12 décembre. C'est le 12 décembre, voilà. Je reviens et c'est chouette et je ferai des belles choses. Je reviens pas, c'est chouette et je ferai aussi des belles choses. Donc je crois que même pour ça, je me dépose. Je lâche prise. Je t'embouche un coin. Non, du tout. Faire un podcast avec cette personne pour un premier, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas évident. Moi, je suis au bord de la chialade depuis ce matin. Tout va bien. Depuis hier soir d'ailleurs, parce que j'ai déjà travaillé pas mal ce podcast, car oui, ça ne se voit pas, mais je ne fais pas que des bêtises et des blagounettes. Moi aussi, parfois, je bosse. Parce qu'alors, tu parlais de ton couple. Moi, j'ai vraiment envie qu'on fasse un sas un peu pour parler du couple, parce que à travers la maladie, le deuil, etc., il y a aussi cette histoire de couple. Tu parles de la période où chacun a vécu des rencontres. Comment t'as traversé, toi, ça alors, sans t'effondrer, en tout cas, sans aujourd'hui l'être encore. Alors, comment j'ai traversé ? Alors moi, dans mon couple, j'ai toujours fait partie des gens qui disent que ce qu'on ne sait pas nous fait pas de mal. Donc, c'est un petit peu le leitmotiv que j'avais. Donc, j'ai jamais été jalouse, jamais méfiante, jamais dans l'idée de il va partir ou autre. J'étais très ok avec ça jusqu'à ce que cette étape m'arrive, en fait. Et où là, je me suis dit, attends, ça fait ça, tu vois. J'ai senti ma 2e fracture du cœur. Il y a eu la première avec l'attestation de papa, fissurée, et j'ai eu la 2e en découvrant ce que j'ai découvert. Pour moi, c'était inconcevable que mon mari il ait pu avoir une vie pendant ces 1 an. Déjà parce qu'on a continué à se voir. Déjà parce qu'il te l'avait dit aussi peut-être. Et ensuite parce que ils sont coquins. Voilà, c'est ça. Et en fait, un jour, j'ai su. Le matin, je me suis levée et en fait, le corps, il a une mémoire 2 heures avant environ, il sait quand tu vas prendre cher. Donc, mal au ventre, mauvaise nuit. Et là, je descends après un soin qu'il avait fait justement avec toi, où tu lui avais dit que pour recevoir, il fallait ouvrir et donner. Merci, Justine. Avec plaisir. Voilà. Je l'aime, Justine, mais là, je l'aimais pas trop. Et donc, j'arrive le matin dans mon petit hamac. Donc, si vous devez déposer vos maris chez Justine, voilà, soyez prêts à la suite. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'arrive et là, je le vois et il me regarde et je vous fais la scène, parce que c'était vraiment ça. Donc, moi, avec ma tête un peu comme ce matin, les cheveux indomptables, à moitié réveillés, les yeux collés, voilà. J'arrive dans le jardin et là, il me regarde et me dit... Es-tu heureuse ? Je dis, mais c'est quoi cette question à la con ? En fait, moi, je veux un café. Voilà. Je veux pas trop parler. Le matin, je parle pas trop. Je veux conscientiser cette journée qui, je sais, sera merdique. Voilà. Et en plus, j'avais une activation Kundalini le soir. Voilà. Super. Il était tôt, quoi. Il était tôt. Es-tu heureuse? Je dis, mais c'est quoi cette question? Je dis, écoute, si t'as quelque chose à me dire, tombe pas autour du pot, vas-y, quoi. C'est quoi voilà. C'est quoi cette intro? Et là, donc, je me mets les fesses dans mon hamac, et là, je sais.
Vous savez, cette sensation qu'on peut avoir quand on sait que la vie va nous tamponner, on l'a avant. Bah, le ventre est un indicateur. Hein. C'est ça, le ventre et puis ce truc quand on a la grippe un peu, tu sais, les mains qui tremblent, tout ça, tu sais que tu vas vivre un truc que tu veux pas vivre et tu vas y aller, quoi. Ouais. Et là, il me dit, bah voilà, j'aimerais te dire que j'ai rencontré des gens pendant notre séparation. J'ai pas été totalement honnête. C'est moins qu'on puisse dire. Voilà, voilà. Vous étiez séparés, mais toujours en lien. Voilà, toujours en lien. Et puis c'est pas ça, c'est que ça faisait aussi quelques mois qu'on se voyait régulièrement. Et en fait, vous aviez des relations intimes. Voilà, pour moi, il n'y avait pas lieu d'ouvrir ce truc. Et là, il me dit, ah bah voilà, j'ai rencontré. Donc moi, bien sûr, en bonne femme que je suis, hein, je viens expérimenter la matière. Je dis combien? Et là, il me dit peut-être 8. J'ai 8. Et là, ça coince. Là, clairement. Donc là, après, le côté féminin nourri. Elle est comment? Je veux voir sa tête. Les photos, c'était quand? Combien de fois? Machin. Bref. Chose que t'as pas raconté, mais du coup, quand vous vous êtes séparés, toi, t'as quand même essayé de refaire ta vie. Oui, bien sûr. Il est arrivé. Il est venu me chercher avec ses chouquettes de merde. Moi, j'étais sur un date. J'étais dans ma. On coupera les gros mots, mais non, je les laisserai. C'est pur beurre. Voilà. Voilà. J'étais le seul week-end, j'insiste, que j'organise chez moi avec la personne où j'avais eu un bon coup de cœur. Mon mari décide d'arriver en fait avec des chouquettes parce que lui, il avait une grande crise existentielle la veille et là, il s'était rendu compte que j'étais la femme de sa vie. Donc, il arrive, imaginez la scène, chez moi, le chouquette matin. Chouquette à la main, mon fils à l'autre main. Welcome, j'ai envie de te parler. J'ai décidé que c'était maintenant, quoi. Donc, moi, en bon bélier, je jette la porte. Je dis, mais tu pars de chez moi, hors de question. C'est pas à toi de décider. Tu n'étais pas seule? Je n'étais pas seule. Personne enfermée dans la chambre. Mayday. Merci, mon Golden, de m'avoir alerté parce que, bien sûr, on était en été, la porte était ouverte. Enfin, bref, la scène aurait pu être tout autre. Et moi, je me suis sentie violée dans mon intimité. J'ai eu l'impression qu'on défonçait ma porte une deuxième fois, en fait. C'est ça l'émotion que j'ai eue. J'étais en fureur. Je dis, attends, le gars, il se réveille maintenant. Ça fait 1 an qu'il a l'occasion de mettre en place des choses, qu'il a l'occasion de réajuster, qu'il a l'occasion de se mettre en action, en fait, tout ce que j'ai, parce que j'ai été patiente pendant 11 ans. J'espère que t'aimes les chouquettes. Non, enfin bref, il arrive, donc il vire avec ses chouquettes, en fait, et lui après, il a décidé qu'il part en pleine reconquête. Ça y est, sa vie, il avait pris le soir, la veille, pour réfléchir. Et pour lui, sa vie, c'était pas possible sans moi, en fait. Il avait pris conscience de quelque chose quand il a vu que moi, je me détachais de mon couple et que ça y est, j'étais en train de retomber amoureuse de quelqu'un. Et donc là, il arrive. Donc cette personne en question, forcément, la relation s'est terminée puisqu'il a pensé que à juste titre finalement, que ma séparation n'était pas vraiment claire parce qu'on fait pas ça quand on est vraiment séparés pendant 1 an. Bref, et là la reconquête de mon mari a commencé. D'un coup, il s'est mis à devenir le Dalai Lama. Voilà, il s'est mis à écrire et à me dire pendant que moi j'étais en dépression, oui, tu as pensé à faire tes gratitudes, mais attends, je vais te les mettre bip, mes gratitudes. Donc il s'est mis à me donner des conseils que je donnais moi-même aux autres, alors que là j'étais au fond du trou et que j'étais pas en capacité de les appliquer. Bref, je l'ai détesté. C'est beaucoup de colère. Beaucoup de colère et ce soin. Et là, il m'a lâché cette bombe de toutes ces reconquêtes. Donc, bien sûr, comparaison. Elles sont comment? Ah oui, elles sont comme ça. Estime de moi, elle a pris un coup. Et après, la seule question que j'ai demandé, c'est est-ce qu'elles sont venues à la maison? Ah non, absolument pas. Et moi, à cette étape, je pensais qu'il avait été entièrement honnête. Donc moi, je lui ai dit beaucoup de choses de ce qui s'était passé sur cette année. Vous avez fait un peu table rase, quoi. Voilà, en gros, table rouge. Hein. C'est comme la table rase, mais pas vraiment, en fait. Hein, voilà. Donc, on s'est retrouvés que j'ai découvert qu'elles avaient toutes dormi ici, enfin les 4. Car oui, Virginie est aussi une enquêtrice de police. Voilà, j'étais anciennement gendarme pendant 4 ans adjoint et voilà. Les gens vont pas te croire, hein, non, mais vraiment, ils vont dire à la douce, quoi. Ils ont écrit ce scénar. Non, mais vraiment, j'avoue. Il m'a donné son téléphone pour que je regarde les canapés et il s'est endormi, chose qu'il aurait jamais dû faire. Et là, ne jamais s'endormir. Je me suis transformée en monk
Et là, j'ai été dans ses mails et là, j'ai pris les coordonnées de la personne qui m'a envoyé le lendemain les scrims de leur conversation. Et là, je suis rentrée dans une fureur, une rage que j'ai jamais été expérimentée. En plus, il est tombé sur des femmes très proches, une personne qui faisait de ton univers, en fait. Ouais, la sonothérapie. Autant vous dire que les bols tibétains, je les vois autrement maintenant. Je dirais pas ce que je souhaiterais y faire dedans, mais voilà. Ouais, ça a bouleversé des choses. Virginie n'a pas de bol. Voilà, vous aurez jamais un soin au bol chez moi. Voilà, non, les bols. Clairement, non. Voilà. Donc là, on est en chantier, on est très épanouis et heureux. Non, vraiment, je l'aime et il va passer par là. Il va sûrement aller voir tous les italiques de ce podcast. Peut-être rire, peut-être pleurer, j'en sais rien. Je pense que lui, il a toujours su. Faut savoir que quand il m'a vue, il savait que je serais la femme de sa vie, la femme avec qui il aurait des enfants et qui se marierait. Il a mis fin à une relation de 19 ans pour moi. Et lui, il a eu le coup de foudre dès qu'il m'a vue. À l'époque, c'était mon instructeur de gendarmerie. Ça sera un autre épisode, mais vraiment digne des téléfilms de la 6. Mais là, ça va durer trop longtemps. Et voilà, on fera une deuxième session, ne vous inquiétez pas, entre les rencontres insolites. C'est ça, complètement. Voilà, et là, il a eu le mérite de se battre là où moi je croyais plus en rien, je crois. Il a eu le mérite de se remettre en question là où beaucoup ne le font pas. Et toi, tu as eu le mérite aussi d'évoluer, de changer, d'accepter, de pardonner, de processer. C'est ça, complètement. J'ai eu le mérite de... Parce que c'était il y a 3 semaines, en fait. Oui. J'aimerais qu'on s'imagine bien dans quel état émotionnel tu étais dans seulement 3 semaines. Ouais. Voilà. C'est ça. Et aujourd'hui, la vie nous teste. On va au théâtre et on tombe sur l'une de nos conquêtes respectives. Je sors de la maison, je tombe sur l'une de ces conquêtes qui va faire des papiers dans le bureau d'en face. La vie s'amuse. La vie me challenge. La vie est drôle. La vie est drôle. On aime la vie. Bon, en tout cas, pour la transmission, si tu devais peut-être laisser un message à quelqu'un qui vit plusieurs tempêtes en même temps, ce serait quoi pour clore ce podcast incroyable? Ça serait d'être en confiance. La confiance que toute chose a un sens. Je crois que c'est ça que je comprends. C'est-à-dire quand je suis dans la tempête, je suis un être humain. Et je comprends pas bien le message tout de suite. J'ai appris maintenant à vivre l'émotion intermédiaire, c'est-à-dire qu'avant il m'arrivait un choc et je mentalisais le choc et j'allais voir le message. Aujourd'hui, j'apprends à vivre l'émotion qu'il y a entre le choc et le fait de transmuter. Je dirais aux gens que des fois on sait pas bien tout de suite pourquoi les choses se présentent, mais qu'on finit toujours à un moment donné par comprendre pourquoi ça a été là. Je crois que aujourd'hui cette séparation a été douloureuse, mais elle nous amène vers un couple plus vrai, vers un chemin plus vrai aussi. Je crois que mes enfants ont compris ce que c'était que d'avoir son papa et sa maman au quotidien. Ma fille a réparé sa relation avec son beau-père. Lui, il a été vers le travail de l'intériorité. Il s'est remis en question, il a fait un travail sur lui, il fait un travail sur lui aujourd'hui. J'ai envie de dire que toutes les difficultés, à la fin, c'est quand même un cadeau ce qui en résulte de ça. On n'est pas sorti de tout ça, on est encore en chantier. Je suis en chantier. Et oui, tu te fais opérer dans 10 jours. Je me fais opérer dans 10 jours. Je sais que j'ai plein de nouvelles aventures qui vont se présenter en début d'année. Et encore une fois, j'ai confiance. Alors bien sûr, des fois, je vais aussi voir les annonces. Je vais voir les choses parce que je suis un être humain et que je mentalise et que je suis aussi parfois dans la matière. Mais je crois que il faut faire confiance en la vie et en ce qui se présente et se faire confiance aussi. Et la petite phrase pour toi? De quoi? Si tu pouvais aussi, parce que là, tu vois, je t'ai demandé pour les personnes qui vont nous écouter. Ah, la plupart, les phrases, surprends-moi Virginie, continue de me faire rêver, continue d'être la femme fantastique que tu es, continue de m'inspirer, continue de cheminer et continue de faire des rencontres merveilleuses et des aventures comme aujourd'hui. Amuse-toi. La vie, c'est un grand jeu. La vie, c'est un jeu, ouais. Et des fois, on perd. On recommence. C'est ça. C'est un labyrinthe. Moi, je dis souvent, il y a toujours une entrée et une sortie. Et parfois, tu te retrouves un peu au pied du mur, mais tu as juste à faire quelques pas en arrière et tu reprends ton chemin. Parfois, tu rencontres des personnes. Parfois, il y a des chemins semés d'embûches. Mais en fait, il y a toujours une fin et une finalité à tout ça. Bien sûr. Donc, voilà, tu nous as montré aussi aujourd'hui que c'est un chemin
parsemé de plein d'aventures. Bien sûr. Qui ne cesseront de continuer jusqu'à notre dernier souffle, Ouais. quand ce sera notre moment. Quand tu tapes le fond, tu remontes toujours. Ouais, et des fois c'est très nécessaire de le taper, hein. Moi je parle souvent des abysses, ça nous fait peur, mais il y a un microcosme à l'intérieur de ces abysses. Il y a juste à fermer les yeux et puis ouvrir et te rendre compte que t'es pas dans l'obscurité. Puis il y a toujours cette histoire aussi d'ombre et de lumière. Nous sommes nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Ça, Ouais. ce sera dans un autre podcast, bien évidemment. Mais en tout cas, moi, je tenais à te remercier pour cette Merci à première toi. session. Maintenant, on va se régaler d'un repas qui, sans doute, Clairement va incroyable. nous remplir de joie et d'amour. C'est ça. Et merci encore, vraiment. J'ai hâte que tout le monde puisse entendre ta voix et suivre ta voix aussi. Ouais. Parce que c'est très important que tu puisses te rendre compte que tout ça, c'est déjà écrit déjà. Et voilà, j'ai hâte de le diffuser, qu'on t'entende et que les personnes puissent aussi, si elles le souhaitent, rentrer en contact avec toi. Bien sûr, venez, Voilà, hein, t'es moi, une j'adore. thérapeute, donc n'oublions pas. Qu'est-ce que tu fais déjà dans la vie, toi? Alors, qu'est-ce que je fais? De la couture. Alors. Je veux des coussins. Ah oui, Virginie oui. me fera peut-être des coussins un jour. Je suis une grande créative. Qu'est-ce que je fais? Je suis coach Qu'est-ce que tu holistique. proposes, ouais. Je suis facilitatrice en activation Kundalini, énergie vitale, massothérapeute et je fais des mix un petit peu de tout ça. Je crois que ce que je fais aujourd'hui, c'est d'être là pour moi et d'être là pour vous et de faire de cette expérience, de ce parcours de vie, une impulsion. Bon, eh ben, vous n'avez qu'à la contacter. Sur Virginie Kundalini Holistique. .fr. Pas encore. Point Insta. Merci Virginie et bon appétit. Merci à toi.